Merci beaucoup, Kaveh. Merci de m'avoir invité à ce colloque. Aujourd'hui, je vais vous parler de Murray Bookchin, qui est associé plutôt à la pensée écologiste et anarchiste. Le but étant de montrer que la théorie de l'écologie sociale de Murray Bookchin puise son fondement dans la dialectique hegelienne. For our friends English speaking, I will be talking about Murray Bookchin and how the thinking of social ecology has roots in Hegelian dialectics. So I can take questions in English after without any problem. Mais ma présentation sera en français. Donc, parler de hegelianisme et d'anarchisme, ça peut sembler à première vue quelque chose de contre-intuitif, mais rappelons-nous que Proudhon, Stirner ou Bakounine ont tous été, d'une certaine manière, influencés par l'hegelianisme, mais aussi que Murray Bookchin lui-même avait d'abord été formé comme marxiste avant de prendre son virage libertaire, notamment sous l'influence de la guerre d'Espagne, ce qui fait que chez Bookchin, il y a toujours resté un héritage de la dialectique, de la pensée hegelienne, de la pensée marxienne, malgré le virage libertaire ou communaliste qu'il va faire plus tard. Mais contrairement à la pensée hegelienne, qui est statocentrée, qui tourne autour de la médiation étatique, Bookchin est un farouche critique de l'étatisme centralisateur qui défend plutôt l'idée que les médiations politiques qui vont permettre de réconcilier la liberté et la totalité prendront la forme dans le futur d'abord de communautés décentralisées, ce qu'il appelle donc le communalisme ou le municipalisme libertaire, et que ces communautés décentralisées sont par la suite confédérées dans ce qu'il appelle donc une confédération. Et c'est ce mélange de communalisme et de confédéralisme qui, chez lui, est appelé à dépasser l'étatisme centralisateur défendu aussi bien par les hégéliens que par les marxistes, quoique Marx lui-même, bien sûr, soit une figure ambiguë sur ce point. Alors, trois aspects sur lesquels on peut reconnaître une influence de Hegel sur Murray Bookchin. D'abord, son institutionnalisme. C'est un anarchiste, mais il sait très bien que la liberté doit être encadrée par des médiations institutionnelles, donc celles que je viens de décrire. Deuxièmement, sa conception du développement historique. Il voit l'histoire comme la succession d'une série de formes sociales travaillées par des contradictions, devant progresser vers toujours plus de rationalité et l'avènement éventuellement d'une société écologique rationnelle. Donc une conception de l'histoire assez proche de celle de Hegel. Et finalement, sa conception philosophique exposée dans un livre qui s'appelle Philosophy of Social Ecology, dans laquelle il développe ce qu'il appelle son naturalisme dialectique, qui est le soubassement philosophique de sa théorie. Et là, on ne peut pas être plus clair, il se revendique explicitement de la dialectique et de la logique hegelienne. Donc, ce n'est pas moi qui essaie d'imputer à Bookchin un hegelianisme, c'est transparent dans ce texte, il s'en réclame ouvertement. Alors, je vais essayer de montrer rapidement en quoi on trouve dans ces trois points des parallèles entre Bookchin et Hegel. Alors d'abord, Bookchin, à l'intérieur du mouvement écologique, critique autant les gens qui pratiquent le biocentrisme que l'anthropocentrisme. Selon lui, il faut avoir une conception dialectique par laquelle l'articulation entre la première nature et la seconde nature, c'est-à-dire la culture, va être dépassée dans un troisième moment qu'il appelle free nature, la nature libre. Et ce sera le moment où la liberté, la société et la nature seront réconciliées. Comment va-t-on parvenir à cette réconciliation entre la liberté et la totalité et la nature? Par le dépassement de ce qu'il appelle la domination, concept qu'il élargit bien au-delà de la domination de classe pour inclure d'autres rapports de domination apparus historiquement comme la gérontocratie, le patriarcat, puis bien sûr la domination économique, bref, l'ensemble des formes de domination. Selon Bookchin, si l'être humain domine et détruit la nature, c'est d'abord parce qu'il y a à l'intérieur de la société une acceptation de l'idée de la domination, d'où le terme d'écologie sociale, c'est-à-dire que la crise écologique ne pourra être réglée sans attaquer la culture de la domination dans la société, ce qui le rapproche beaucoup d'ailleurs de la pensée écoféministe. Bon. Et Bookchin va faire une généalogie historique des formes de domination, généalogie dans laquelle il va toujours opposer, je dirais, deux héritages, ce qu'il appelle lui-même deux legacies. D'un côté, la legacy of freedom, c'est-à-dire, à travers l'histoire, toutes les formes de résistance décentralisatrices qui ont résisté à la hiérarchie ou à la centralisation étatiste. Et de l'autre côté, la legacy of domination, c'est-à-dire tout l'héritage des médiations qui se sont mises en place et qui ont renforcé la culture de la domination. Donc, c'est aussi bien une histoire de comment les États se sont mis en place qu'une histoire de comment
je dirais à partir des chrétiens primitifs, en passant par les diggers anglais ou les sections parisiennes de la Révolution française, on a toujours vu, et la Commune de Paris, on a toujours vu dans l'histoire deux forces qui s'affrontaient, à une tendance à la centralisation du pouvoir ou au despotisme, puis de l'autre côté, une tendance à la décentralisation que lui appelle communaliste. Et il entretient cette idée d'un développement successif de différentes formes sociales, travaillées par des contradictions, devant culminer dans l'avènement d'une société rationnelle. Et l'histoire qu'il va faire reprend, grosso modo, les mêmes jalons qui sont identifiés par Hegel dans la raison, dans l'histoire, donc monde grec, monde romain, etc., la réforme protestante. Tous les jalons importants de l'histoire de Bookchin sont à peu près les mêmes qui sont identifiés par Hegel et il ne s'en cache pas. Simplement, il l'a réécrit en insistant moins sur l'aspect de l'État et davantage sur l'aspect de ce qu'il appelle les forms of freedom, les formes de liberté. Et donc, si nous avons une histoire dans laquelle progressivement la domination s'est construite, d'abord par l'apparition de la gérontocratie, ensuite par l'apparition du patriarcat, il faut ajouter que lorsque le capitalisme et l'État sont apparus à peu près de manière concomitante, d'abord dans l'État monarchique, puis ensuite dans l'État moderne, nous avons vu une destruction des pouvoirs locaux, non seulement la destruction des pouvoirs seigneuriaux, mais aussi de l'autonomie communale. Et c'est précisément cet autogouvernement communal qui va servir de point de départ à un mouvement de négation de l'étatisme centralisateur. C'est la proposition de Bookchin, mais il prétend identifier cette tendance au sein du développement historique lui-même. Il y aurait donc dans l'histoire un travail de l'histoire sur elle-même par lequel il y a eu d'abord une négation de l'autogouvernement communal, négation qui doit elle-même être niée pour l'avènement futur d'une société, on pourrait dire, autogestionnaire, décentralisé au niveau municipal, ce qu'il appelle le municipalisme libertaire. Donc, il a une conception de la liberté comme devant être encadrée par des médiations, mais son institutionnalisme n'est pas un étatisme, c'est-à-dire qu'il s'oriente plutôt vers une forme de confédéralisme. Et donc, les formes institutionnelles qui ont triomphé jusqu'ici pour lui sont des formes dominatrices. Donc, il ne s'identifie pas à l'État comme chez Hegel. Il ne fait pas non plus une histoire des modes de production comme Marx le fait. Il fait une histoire des avancées de la liberté, des avancées de la décentralisation, des avancées de l'autogouvernement. Et en faisant cette histoire, il se réclame lui-même de l'héritage de la raison dialectique qui l'oppose à la raison formelle, en disant qu'il ne va pas seulement décrire ce qui est arrivé, mais chercher à identifier des potentialités latentes qui sont appelées à se réaliser dans l'histoire. Le marxisme lui-même va être critiqué pour son étroitesse de vue, son schéma trop mécanique, sa valorisation de la domination de la nature par le travail, et lui-même va présenter sa propre théorie de l'écologie sociale comme, je dirais, dépassant les angles morts du marxisme et comme étant la théorie de l'émancipation dont nous aurions besoin aujourd'hui. Il ne s'identifie pas comme un hegelien, mais préfère l'appellation de dialecticien. Un dialecticien très influencé par Hegel et Marx, même s'il arrive à des conclusions très différentes de Hegel et Marx, à des kilomètres de l'étatisme hegelien et à des kilomètres de l'étatisme également des marxistes, Marx lui-même étant encore une fois sur ce plan un peu ambigu dans son rapport à l'État. Donc, chez lui, le développement dialectique de l'histoire va conduire à une société écologique anti-autoritaire et communaliste. Alors, j'espère qu'on voit qu'il est institutionnaliste et qu'il est aussi quelqu'un qui a une conception du développement historique qui ressemble à celui de Hegel dans dans la raison dans l'histoire. Troisième point, l'ouvrage Philosophy of Social Ecology dont j'ai parlé au début, dans cet ouvrage, Bookchin va plutôt nous parler de la nature de l'évolution. Il va développer ce qu'il appelle son naturalisme dialectique et il va se réclamer dans ce livre je le cite, de la grande tradition de la raison dialectique qui a son origine en Grèce il y a quelques 25 siècles et qui a atteint son sommet, sans pour autant parler de son achèvement, dans les travaux de Hegel sur la logique. Fin de la citation. Donc, il se réclame ouvertement de la logique hegelienne. Il dit « Ce qui distingue la raison dialectique de la raison conventionnelle, c'est la critique du principe d'identité A égale A, une chose n'étant toujours rien d'autre qu'elle-même. Au contraire, d'un point de vue dialectique, l'être est toujours en développement ou en devenir. Il y a donc identité et de la non-identité, au sens où chaque chose est médiatisée par son autre, son identité ne subsistant qu'à travers le changement. Et donc, il y a à la fin une sorte de différenciation qui produit une unité dans la diversité. Je cite Bookchin, « La grandeur de l'effort hegelien n'a pas d'égal dans l'histoire de la philosophie occidentale. » Bon, ces citations nous montrent qu'au fond, on ne peut pas douter de l'importance de l'héritage de la dialectique hegelienne chez Murray Bookchin.
Mais nous devons préciser qu'il ne suit pas Hegel entièrement. Par exemple, il va rejeter ce qu'il appelle la conception théologique de l'absolu, il va reprocher à Hegel d'avoir mal compris la nature et l'écologie ou de pratiquer une forme d'idéalisme dialectique antinaturaliste, et lui-même va présenter sa propre théorie du naturalisme dialectique comme évitant le double piège de l'idéalisme hegelien, mais aussi de la dialectique de la nature matérialiste de Engels. Donc, on a une forme d'écologisation de la dialectique chez Bookchin. Pour lui, les phénomènes ne sont pas des copies d'idées platoniciennes. L'histoire ne culminera pas dans un absolu hegelien. Il y a plutôt une sorte de différenciation naturelle organique qui qui exprime un potentiel latent et qui va produire des formes de vie toujours plus complexes, capables d'un degré de liberté, de sensibilité, de subjectivité, d'agentivité supérieure. On est très loin d'un darwinisme vulgaire qui serait centré sur l'adaptation mécanique. Bookchin pense que plus l'histoire avance, plus les formes de vie sont capables de participer à leur propre évolution subjectivement par des choix qui sont exercés à partir de leur propre liberté. Et donc, plus on avance dans l'histoire, plus il y a un approfondissement de la liberté et plus cette liberté nous permet de participer à notre propre développement. Je le cite et on remarquera la terminologie hegelienne plus que claire. La causalité dialectique est cumulative. L'implicite ou l'en-soi, pour reprendre la terminologie de Hegel, n'est pas seulement remplacé ou nié par son pour-soi, plus développé ou explicite, plutôt il est absorbé à l'intérieur et développé au-delà de l'explicite dans une forme plus complète, plus différenciée, plus adéquate, l'en et pour soi, an und für sich hegelien. Lorsque l'implicite est pleinement actualisé en devenant ce qu'il est constitué pour être, le processus est véritablement rationnel, c'est-à-dire qu'il est réalisé en vertu de sa logique interne. Le continuum d'un développement est cumulatif et contient l'histoire de son propre développement. Fin de la citation. Donc, l'histoire, en résumé, c'est le développement d'une évolution, d'une complexification des formes de vie, d'un approfondissement de la liberté, et cette histoire va culminer, selon lui, par l'avènement d'une société écologique rationnelle, dont la théorie de l'écologie sociale est en quelque sorte la prémonition dans les idées, mais qui attend un développement historique réel pour qu'enfin nous passions de ce qui est à ce qui doit être. J'arrête ici mon résumé. Évidemment, le texte pour le livre sera plus précis, mais j'espère vous avoir montré comment, dans la pensée de Murray Bookchin, sur le plan de l'institutionnalisme, de la conception du développement historique ou dans la philosophie du naturalisme dialectique, il y a explicitement un rattachement à la dialectique hegelienne, bien que Bookchin se distance également de Hegel de certaines manières. Alors, je terminerai simplement en disant qu'il y a l'intérêt, comme je le disais tantôt en discutant avec Éric Puiset, l'intérêt de ça aujourd'hui, c'est de montrer comment une théorie de l'émancipation très radicale, écologiste, anarchiste, féministe, etc., se réclame ouvertement de la dialectique hegelienne plutôt que de la répudier, comme ça a été à la mode dans un certain anti-hegelianisme généralisé suite au post-structuralisme. Comme si, au fond, pour penser l'émancipation, il fallait absolument jeter Hegel par-dessus bord. Alors qu'au contraire, ici, dans Murray Bookchin, nous avons une théorie de l'émancipation extrêmement radicale, extrêmement synthétique, mais qui, au fond, embrasse sans évidemment en nier les apories, on en a parlé un peu tantôt, l'héritage non seulement de la dialectique hegelienne, mais aussi de la raison des Lumières et de la théorie critique. Alors c'est pourquoi je pensais important d'en parler aujourd'hui. Bien sûr, on pourrait faire des reproches à Bookchin. Je pense qu'il y a chez lui une théorie insuffisante du symbolique et de la culture, par exemple. Je la trouve plutôt chez Michel Freytag. Mais je termine donc ici simplement en disant que je pense que nous avons un bel exemple dans la théorie de Murray Bookchin de comment la pensée dialectique, plutôt que d'être jetée au rancard, peut servir aujourd'hui à nourrir une réflexion sur l'émancipation. Merci beaucoup.